Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve sur Karaté Bushido Actu pour une nouvelle interview d'un prospect francophone. Patrick Abirora, je vous le présente plus, 5-0 en professionnel, une grosse carrière en amateur. C'est un des meilleurs combattants francophones qu'on a eu sur le circuit amateur, ancien champion du monde. Patrick Abirora, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Là tu te prépares pour ton combat le 7 février. C'est ça. Je voulais savoir, là tu sors de l'entraînement. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire avec qui est-ce que tu viens de t'entraîner? Là, je tourne avec Benoît, donc Benoît Saint-Denis. Pour ma prépa, c'était bien. Du coup, on a fait beaucoup de sparring ensemble ici sur la semaine. 3-4 sessions de sparring, je pense. Et du coup, là, je sors de l'entraînement de Maxime François, le coach de lutte. Très bon entraînement, beaucoup de technique, très bon coach. Je l'ai découvert à ma précédente prépa ici à Paris. Et depuis, j'ai intégré d'aller à ses entraînements aussi techniques. Il donne des bons conseils, donc ouais, il y a une bonne approche sur la lutte. Donc je sors de ça là. Et voilà, hein, sinon hier sparring, avant-hier sparring, 2-3 entraînements par jour, là on est au charbon quoi. 2-3 entraînements par jour, mais aussi un interview par jour. Ouais, une ou deux même. Voilà, une ou deux. Ouais. Là, tu arrives à la fin d'une tournée médiatique un peu. Ouais. C'est quoi ton rapport avec les médias? Je sais que toi, tu fais une vraie stratégie par rapport à ça. Est-ce que là, dans l'expérience, parce que dans la stratégie, en théorie, c'était la bonne chose à faire, mais est-ce que dans l'expérience, finalement, tu sens pas que ça draine un peu ton énergie pour Non, ça la va, KE? tout est bien. En fait, je pense que le truc, c'est que le principal, c'est d'être bien entouré, tu vois. Moi, j'ai une équipe, la vérité, je vais pas te mentir, que ce soit aujourd'hui Karaté Bushido, demain je fais ça, demain après-demain je fais ça. Moi, je sais juste que quand je termine l'entraînement, on me dit ok, on a ça, et c'est tout, tu vois. Moi, j'ai mes heures d'entraînement, j'ai mes heures de sommeil dans la journée, je dois avoir ma sieste. Tant que j'ai ma sieste, que j'ai fait mes entraînements, c'est ça la priorité. Le reste, c'est pas que je m'en fous, mais tu vois, que ce soit n'importe quel média, ça passera après. Et si c'est pas possible, on le fera au moment où on a le temps, tu vois. Parce qu'on parle souvent de la performance 50-50 pour les combattants de MMA qu'il n'y a pas dans les autres sports, où vous devez vraiment vous concentrer individuellement sur ce que vous donnez aux médias, sur l'image que vous projetez. Ah bien sûr, Toi, faire attention à ça. Toi, c'est quoi l'image que tu veux projeter là actuellement, de toi en particulier? Je dirais plutôt un mec qui est parti de rien. Et Inch'Allah, si Dieu le veut, qui finira tout en haut, mais surtout dans son coin. C'est-à-dire que moi, j'ai créé un équipage à mon image. J'ai pas nécessairement été associé à une grosse team. Je suis pas français en plus, donc je suis pas une grosse team de Paris ou du Sud où j'avais plein de gars que je connaissais. Ou dans une équipe, tu as déjà un mec à l'UFC qui te tire, tu vois, qui te pousse. J'ai pas eu ça, donc on s'est fait tout seul, petit à petit. Un média parle de moi à cause de ce combat, à cause de ce KO, un autre média s'intéresse à moi, puis 4 KO, d'autres médias s'intéressent à moi. Et petit à petit, il y a un engouement, mais dans mon côté, dans mon coin, à ma sauce, à la manière que je veux, combattre dans les organisations que je veux, pouvoir être libre de bouger aussi. Pouvoir être libre de faire un peu ce que je veux, sortir des sentiers battus, tu vois. Si je veux demain, je sais pas moi, on a fait, je sais pas, des shootings photos, des trucs, j'ai déjà fait du mannequinat, faire des trucs assez stylés, tu vois, qui sortent aussi un peu de l'ordinaire. Et moi, mon kiff, c'est le MMA, du coup, je reste dans le MMA, mais le faire à ma sauce. J'aime bien être bien habillé lorsque j'ai des combats, j'aime bien avoir un style à part entière, j'aime bien avoir une direction artistique qui est propre à moi. La manière dont je poste, la manière dont je mets mes vidéos aussi, la manière dont elles sont faites. Ce qui fait qu'il y a quand même des résultats assez marquants sur mon Instagram, on peut le voir, tu vois, en termes de vues, en termes d'affluence sur mon compte. C'est énorme. Ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment énorme. Des fois, je vois et tout. Après, je pense que le plus important pour les jeunes comme moi, c'est de mettre une équipe qui s'occupe de ça. Par exemple, je ne tiens pas mes réseaux sociaux, je les gère pas tout seul. Pourtant, on a presque l'impression. Donc du coup, c'est ça qui est bien, c'est que mon manager sait comment je poste, donc il poste de la même manière que moi. C'est ça qui est assez sympa, du coup les gens ne savent pas, mais par exemple mon Instagram, je ne suis pas tout seul dessus. On est deux. Ça veut dire que moi, en vrai, je passe plus mon temps à regarder des réels et rigoler que poster vraiment les trucs. Même le reel qui a très bien marché, là, il paraît très naturel, presque spontané. Tu es dans ta voiture, tu parles. Ouais, bien sûr. Mais en fait, il y a un travail autour que nous, en tant que créateurs de contenu, on connaît très bien. Bien sûr, après, c'est une discussion. Je te mens pas que moi, je suis très terre à terre. Comme je parle dans mes vidéos, tu vois, je parle de la même manière ici. Je ne vais pas changer la personne que je suis. Comme j'ai dit toujours, j'ai la mentalité pirate. Moi, j'ai grandi, je me suis construit avec One Piece. Ça veut dire les gens qui m'aiment bien, tant mieux, ça fait plaisir. Et j'ai, je pense, une grosse majorité de gens qui m'aiment bien. Le reste, je m'en fous, je suis un pirate. On n'a pas besoin de l'amour des gens, on le fait pour nous. Et à la base, on le faisait pour s'en sortir de la situation initiale dans laquelle on était, tu vois. On voulait avoir un meilleur futur, un meilleur avenir. Tant qu'on peut et que je rends fier les gens qui m'aiment, le reste, on n'a pas besoin de l'amour des gens. C'est ça, parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient dire que
c'est un peu précipité, où tu es en train de prendre une gloire très rapidement, sans avoir eu un parcours vraiment exceptionnel pour l'instant en professionnel. Je ne l'ai pas demandé. Hein. Exact, mais dis-moi. Moi, je ne l'ai pas demandé. C'est pas moi qui ai dit aux gens de venir me follow. La vérité, c'est ça. Tu sais, tu as des gens qui ont le même nombre que moi, ils sont en amateur. Donc du coup, moi, je suis en pro déjà. Je suis content d'avoir eu ça déjà en pro et pas en amateur, parce que c'est une autre pression. Mais à la petite carrière que j'ai eue, je suis quand même le premier francophone à avoir fait champion du monde senior. Avec des KO, face à des styles très très compliqués qui venaient de l'Est. J'estime avoir un style assez flamboyant. Et j'estime aussi pouvoir impacter les gens en dehors du MMA, tu vois. Pas que en tant que combattant, mais peut-être la personne que je suis. Je sais que des fois, il y a des prises de parole qui ont été beaucoup relayées, qui a plu à beaucoup de personnes parce que j'ai pas eu peur de prendre des positions fortes à des moments. Et voilà, tu vois. Après, comme je dis toujours, les gens, des fois, ils vont dire « ouais, il a trop de hype, etc. » Mais c'est vous qui l'a donné la hype. Mais il y a aussi la partie calculée, où du coup, maintenant, vous vous servez de cette hype, vous, toi et ton équipe, Ouais. vous vous servez de cette hype pour en faire vraiment quelque chose et en tirer le maximum. Quand tu dis la partie calculée, oui et non, parce que par exemple, tous mes plus gros, on va dire, moments où on a le plus parlé de moi, ça suivait un combat, c'est pas calculé. Nous, on suit la vague, mais c'est venu d'un combat, tu vois. Par exemple, le PFL, c'est venu du combat PFL. Tu prends les championnats du monde, c'est les championnats du monde. Tu prends les 4 KO, c'est venu des 4 KO à la base des bases. Tu prends mon dernier combat, c'est venu d'un KO. Si je n'avais pas mis un KO, il n'y aurait pas tout cet engouement autour de moi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, bien sûr que nous, lorsqu'on voit ce qui se passe et qu'il y ait la performance qui va avec, mais bien sûr que quand je vois une vidéo sur TikTok d'un TikToker qui a fait un sale edit, ben je vais le poster. Évidemment, moi je vais utiliser. Mais tout part des performances. C'est ça qui est, je pense, qui me différencie aussi des autres combattants qui ont peut-être eu un buzz. C'est que moi, ça a été en premier lieu de par mes performances. On ne me connaît pas sous des vidéos YouTube ou je sais pas, je me suis embrouillé avec quelqu'un et donc il y a eu une embrouille, ce qui fait que ça a créé une hype. Non. La plupart des gens qui m'ont connu, déjà, c'est les 4 KO. Et à partir de là, ben moi, c'est ça qui me rend le plus heureux. C'est de savoir qu'on me connaît à cause de mes performances dans la cage. C'est ça. Au niveau de la carrière amateur, c'est vraiment presque le parcours parfait. C'est limite un modèle pour les personnes qui devraient le faire en professionnel. C'est ce que j'explique. Mais justement, pourquoi c'est un modèle? Parce que c'est en 50-50. Tu as parlé des championnats du monde, tu as parlé du KO là récemment au PFL, mais il y a aussi la signature avec Venom, par exemple, qui n'est pas quelque chose qui se passe dans la cage, mais qui a fait du bruit de fou. Même la signature là. Ça, c'est Younes qui m'a repéré, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs où les gens dans le background ne savent pas, mais moi, si quelqu'un te repère, imagine, dis-moi quel amateur va dire non. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, mais c'est clair que. Il faut réussir à le gérer. Imagine, par exemple, la vidéo, pour que je t'explique très clairement, là où les gens pensent que c'est calculé, on n'avait pas de caméraman. Je venais de faire un podcast avec Laser et MMA à l'époque. Et il me dit, ouais, donc tu vas où? Je dis, ouais, moi je peux te l'annoncer, là je vais signer avec Venom. Et il dit, et quoi, vous allez faire quoi? Et j'étais avec Tarek, mon coach, Boris, etc. Je dis, c'est tout, je vais faire une photo et la poster. Il me dit, mais non, pas possible, moi je dois filmer ça, gros, tu te rends compte, Venom et tout. Je dis, ouais, si tu veux, tu vois. Et il est venu, on a fait la vidéo à 21h. On est arrivé là-bas à 19h, c'était ici dans les bureaux. Je crois que la vidéo, on l'a fini à 21h. C'était posté, 500 000 vues. Mais c'est même pas quelque chose de préparé, tu vois. Donc, tous les trucs ont été spontanés. Le PFL, c'est pareil. J'ai mis un tweet à la base qui part de rien. Et de là, ça explose. Les gens relayent le truc. Donc, le côté calculé, tout ce qui a été calculé, par exemple, c'est ne pas faire d'erreur. Dans le sens où ne pas dire des mauvaises choses, ne pas véhiculer de mauvaises valeurs, etc. Ça, c'est calculé. Ça, j'ai des managers qui me disent attention, pas mal s'exprimer, ne pas dire de mauvaises choses parce qu'il y a des jeunes qui te regardent, ne pas véhiculer de mauvaises images. Mais tout le reste, je t'assure que ça a été toujours spontané en fait. Et c'est ça la beauté du truc. Je pense que les gens ont compris que j'ai pas besoin de jouer un rôle au final. Et c'est un truc que j'ai compris très tôt aussi, que jouer un rôle, c'est un double tranchant parce que si on se rend compte que c'est pas toi, tu vas vite paraître pour quelqu'un de fake. Et je pense qu'on a tellement de personnalités différentes, tu vois. Par exemple, là, je tourne avec Benoît Sardini, on est totalement différents, tu vois. Pour donner une anecdote, à un moment donné, on fait une vidéo, je fais un fuck, tu vois, pour rigoler. Et il dit, comme ça, et on pète de rire. Et après, je dis, ah non, désolé, j'ai oublié et tout, nanana. Et je refais la vidéo et on refait. Non, c'était un pote qui faisait un snap comme ça, tu vois. Mais pour dire qu'on a des personnalités différentes. Benoît Sardini, c'est pas la même personnalité que Nassourdine, que c'est pas la même personnalité que Saladin. Donc, on a tous des personnalités différentes et je pense qu'en restant nous-mêmes, c'est ça qui fait notre force. Si on commence à changer, essayer de se créer un rôle, c'est pas très bénéfique, tu vois. Avant de parler de ton actualité, là, ton prochain combat, je voulais parler du dernier, du coup. C'était un combat difficile. Tu parles souvent de ton coach Tarek qui est très, très exigeant. Est-ce que pour vous, c'était une performance qui était presque… Parce que les gens voient le KO et ils oublient en fait que le combat était difficile. Qu'est-ce que vous en avez tiré?
Difficile, difficile, c'est juste parce qu'il a mis quelques coups. Mais si à un moment donné, tu ne combats pas des mecs qui ne te mettent pas des coups, ça va être compliqué. Mais je domine clairement les 3 rounds. Enfin, les 2 premiers et le 3e, je le mets KO. Mais tous les commentateurs, les juges et tout sont unanimes. Les deux premiers rounds, c'est moi qui les domine. C'est pour ça que je parle du niveau d'exigence particulièrement de Tarek. Exactement, mais c'est juste que, ouais, on va dire que les gens, s'ils sont habitués à mettre des KO en amateur, tu arrives en pro, tu mets des KO de temps en temps, ben, ils veulent que tu mettes des KO tout le temps. Ce qui fait que des fois, quand tu vas pas mettre KO, ils vont se dire « Ah, peut-être que le combat est dur ». Alors que non, tu peux dominer quelqu'un sans mettre des KO. Je pense que quand on regarde la majorité du roster du MMA, tout le monde, il n'y en a pas tout le monde, mais pas tout le monde est KO, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a plein de gens qui ont été champions en faisant des décisions. Moi, j'aime bien finir, mais s'il faut gagner avec un 3x5 parce que l'adversaire était très valeureux en face, voilà. L'adversaire était valeureux, il est venu dans la cage, il a voulu amener du trash talk en même temps, etc. Moi, j'estime que je lui ai montré pendant 2 rounds que j'étais largement au-dessus de toi pendant 10 minutes. Tu n'as ni su m'amener au sol alors que tu étais black belt et que c'était ton domaine et que tu étais très connu pour la lutte et le grappling. Il s'était jamais fait mettre KO. Tu vois, il s'était jamais fait mettre KO. En striking, j'étais totalement au-dessus. Et puis après, lorsque tu m'as donné l'opportunité de faire une erreur, ben, j'ai capitalisé, je t'ai terminé, tu vois. Et de la meilleure des manières. Est-ce que tu sens le soutien de la Belgique? Parce que j'avais parlé avec Ramzat Abaev à un des derniers podcasts qu'on avait fait, et il m'expliquait que parfois, la francophonie, on ressent plus le soutien des Français, même quand on vient de Belgique, que le soutien des Belges. En fait, la Belgique, c'est différent. J'ai beaucoup de Belges qui me soutiennent, mais c'est clair qu'en France, ils ont moins de mal à l'exprimer peut-être, publiquement. On est plus ricain, on a plus l'habitude de ça. C'est ça. En Belgique, c'est plus discret. C'est plus discret et la mentalité est différente. Quoique moi, ma personne, je suis très privilégié. Tu vois, je veux dire, je sais que je n'ai pas le même traitement, on va dire, que les autres combattants belges. Et je ne sais pas à quoi je le dois. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai combattu beaucoup en France et que je n'ai pas beaucoup combattu en… La dernière fois que j'ai combattu en Belgique, c'était peut-être il y a 3-4 ans. Même 4 ans, je pense. Tu vois, donc ça remonte à très très longtemps. Du coup, ouais. Mais je sais que le public belge a envie d'avoir quelqu'un sur qui ils peuvent exprimer ça. Mais ça va se faire. Il y a de grandes choses qui se préparent et on va faire des belles choses en Belgique. Tu as parlé justement des autres combattants belges. C'est quoi ta relation avec Movsar Ibragimov là? On a grandi ensemble. On a grandi ensemble, c'est mon frérot. C'est la famille. Je vais manger chez lui, je viens manger chez ma mère, je vais manger chez sa mère. C'est la famille. On se connaît depuis qu'on a quoi, 10, 12, 13 ans. On a grandi ensemble. On a tout fait ensemble. Je pose la question parce qu'à la base, c'était lui un peu plus la pépite belge, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Et là, il a combattu en décembre. On dirait que personne n'en a parlé. On n'a pas vraiment entendu beaucoup de choses. Il combat un jour après toi, là, le 8 février. Pareil, on n'entend pas plus parler de ça. Je pense que c'est les choix. C'est les choix. Moi, je me suis rendu compte qu'en France, vous mettiez un tellement grand engouement au niveau des combats, au niveau des orgas. Aussi les bonnes orgas, tu vois, là, je suis au PFL. C'est des gros orgas. J'ai fait le ARS. Les seules fois où j'ai fait l'AEF, j'étais main event. Du coup, c'est un truc où, tu vois, je fais un stade de foot où je ramène 10 000 personnes et je suis main event. Je sais que tout le monde va en parler, il y a RMC, etc. Je pense avoir fait les bons choix en termes de cartes, là où je combattais. Et du coup, c'est ça. Mais comme tu as dit, c'est des choix aussi. Il peut ne pas aimer forcément être sous l'effet des projecteurs. Movsar, pas autant que toi. Et justement, vu que c'est pas vraiment… Bien. Okay. C'est pas une question de ne pas aimer, c'est juste que… Ce que j'allais dire, c'est pas la culture vraiment en Belgique. Du coup, toi, tu tiens ça d'où vu que… C'est pas que c'est pas la culture, on veut tous des gros fights. Non, si non, je veux dire, tu lui demandes, sous l'effet des projecteurs. Bah, si tu lui demandes une proposition pour le PFL, ils vont lui dire oui, et lui jamais il va refuser. Tu vois, mais moi je pense que c'est une question de choix dans le sens où quand tu signes un contrat avec une orga, si tu dois finir tes fights, tu vas finir tes fights là-bas et puis pouvoir, ça dépend de comment tu signes. Si tu signes en exclusivité, pas en exclusivité, c'est plutôt ça, c'est comme ça que le game il marche. Je parlais plus du game à l'extérieur de la cage du coup. Tu sais où là toi tu joues vraiment le rôle de… tu es une personnalité publique. Et c'est ça que les Belges… c'est avec ça que les Belges ont un peu un problème. Ouais, en fait je pense que c'est parce qu'on n'a pas eu la culture d'avoir des personnalités connues en Belgique. Ouais, bien sûr. Nous, en Belgique, on n'a pas beaucoup de personnes très connues. À part l'équipe de foot nationale et 2-3 rappeurs, on n'a pas eu la culture d'avoir des gens connus en France. Vous avez énormément de stars. C'est juste ça la différence. Mais moi, c'est juste qu'à un moment donné, lorsque ton compte Instagram fait plus de 100 000 abonnés, tu n'as pas le choix. Quoi, tu vas supprimer ton compte? Si maintenant, imaginons, tu n'aimes pas la fame. Moi, je suis venu, j'ai combattu au PFL à mon 2e combat pro. Est-ce que j'ai fait une promo pour ça? Non. J'ai mis un tweet. Il y a eu plusieurs tweets. Ils sont venus tourner une vidéo, ce qui est comment ça marche dans les grosses organisations. On vient tourner une vidéo avant ton combat. Tu combats, tu gagnes, tu fais plus de 100 000 abonnés. Qu'est-ce que tu vas faire? Après, c'était les graines que tu avais semées en amateur avec les tweets, etc. Exactement. Je pense, mais ça, les tweets, on va y revenir. Quand tu parles de tweets, les KO, est-ce que c'est moi qui postais les vidéos?
Non. C'est les médias, tu vois. Relayais, par Exactement. contre. Si on poste une vidéo de mon KO, ça c'est normal de le relayer. C'est louable. Ce serait bizarre un combattant qui ne relaye pas son travail, surtout que c'est une performance, tu vois. Je pense que tout combattant rêve d'avoir des médias qui partagent ce qu'il fait, surtout quand il a une belle performance. Et donc du coup, c'était plus par rapport à ça où tu as les médias qui jouent un rôle, et je pense que c'est le rôle aussi des médias de savoir pousser les combattants. C'est les médias qui donnent de la force à certains combattants et pas à d'autres, tu vois. Et ça, c'est pas de notre ressort. Moi, personnellement, j'ai toujours partagé les gens que je trouvais forts. J'ai jamais eu de problème à dire, par exemple, lui, si je te cite en Belgique, je dis, oh, Alassane Keita, je trouve que c'est le numéro 1 en Belgique actuellement. J'ai aucun problème, je le mets en story. Mais si les médias ne le font pas, c'est pas notre faute. Je pense que c'est plutôt à, par exemple, Karaté Bushido, La Sueur, Epsilon MMA, etc. C'est à vous de donner la force à ce genre de combattant. Tu vois. Imaginons si là, tu le reçois en interview, tu as plein de gens qui vont dire, ah ouais, il est 4-0, 4 finish au premier round. Ah, c'est qui ce mec? Tu vois. Mais les médias aussi, des fois, ne prennent pas tel combattant parce qu'ils disent ça va pas faire beaucoup de clics. Je veux tel combattant parce que… Et ça, en fait, c'est… Pour moi, je trouve qu'il y a le rôle de la performance du combattant, mais il y a aussi les médias qui poussent un combattant et l'organisation dans laquelle il combat. Tu combats au PFL, il y a 20 000 personnes. Tu combats à telle organisation, il y a 1000 personnes. Tu n'auras pas le même ressenti. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois. Pour avancer, du coup, là, tu vas combattre au FAF. Ouais. Comment elle s'est faite cette connexion? Parce que nous, on attendait la signature un peu grosse et on a vu cette petite annonce avec le Fight and Furious. Ça nous avait un peu surpris. Il y en a qui n'avaient pas compris. Est-ce qu'il va signer seulement là-bas? Est-ce qu'il va… Et finalement, tu as fait l'annonce du PFL. Comment elle s'est faite cette connexion? Est-ce que le but, c'est juste l'activité? L'activité. Pour moi, en début professionnel, il faut être actif, rester actif. Du coup, c'est très important de combattre beaucoup. Et surtout, un maximum, lorsque tu peux, les grosses organisations mondiales surtout, ne viennent pas vont pas venir par exemple 4 fois par année en France. Exactement. Du coup, si je dois faire que 2 combats, c'est compliqué en début pro, tu vois. Mais donc là, ce truc, c'est que c'était déjà prévu avant même la signature du PFL. Et donc ça a été annoncé avant le PFL logiquement, sauf que le PFL suivait après. C'était ça qui était un peu sympa, c'était que les gens allaient s'attendre à ce qu'il n'y ait que ça et ils ne savaient pas qu'il y avait encore quelque chose qui arrivait derrière. Donc ouais, le but, c'est de vraiment être un maximum actif. Tu as eu l'habitude, dès que tu as commencé ta carrière, tu as affronté quelqu'un qui avait plus de 33 combats, officiellement 14, mais alors que toi, c'était ton premier combat en amateur, mais en fait, c'était ton 5e, si j'ai bien compris. Ouais. Là, tu te retrouves un peu dans la même situation où tu affrontes quelqu'un qui a quoi, 29 combats là, 28 combats et 20 victoires. 28 combats, quelque chose comme ça. Et pourquoi ce choix? Est-ce que tu n'as pas peur que, comme ça se passe au FAF, les gens ne vont pas considérer cette victoire si tu l'obtiens? On sait que quand tu es en début de carrière professionnelle, le but c'est de se construire et d'évoluer combat par combat. La considération que les gens vont te donner, tu sais, un jour les gens peuvent être d'accord avec toi, puis un autre jour ils peuvent être pas d'accord. Un jour ils peuvent dire que ce combattant il est rincé parce qu'il a fait une défaite, imaginons, et puis le lendemain le combattant revient. J'ai compris ça quand j'ai vu des combattants se faire critiquer après une défaite et revenir après, et puis tout le monde revient. Tu vois. Donc la considération des gens, non, ça, franchement, c'est pas quelque chose que je regarde énormément. Le but est de faire plaisir quand même au public, ça c'est clair, mais que le public te considère, c'est pas ça qui doit importer. Ce qui doit importer, c'est que tu t'évolues et que tu te prépares pour l'UFC. Parce que le jour où tu seras à l'UFC, la compétition sera très rude et tu n'auras pas le droit à l'erreur. Parce que la perception des gens, ils vont se dire, il est passé du PFL au Fight and Furious, etc. Mais en réalité, tu as raison, il faut juste rester actif. Exactement. Il faut rester actif. Il faut construire rester actif. le chiffre avant si d'arriver maintenant je à ne combattais pas là, je devrais attendre peut-être mai ou juin. Ça fait loin. C'est le choix de certains combattants. Bien sûr, il y en a qui aiment moins être actifs. Moi, je préfère parce que je sais que j'évolue bien comme ça. J'évolue par combat, je deviens meilleur. Ma dernière performance n'a rien à voir avec les 4 premières. Et ainsi de suite, ça va aller. Les gens avec qui je tourne actuellement me permettent de savoir que je suis sur la très très bonne voie. Et ça, c'est cool. Tu ne te caches pas du tout de ton ambition d'aller à l'UFC? C'est le rêve, en tout cas, je pense, de 99% des combattants. Ouais, si tu es combattant et que tu ne rêves pas d'aller à l'UFC, ben, il y en a qui ne rêvent pas, par exemple, d'aller à ce truc-là. Moi, c'est mon rêve depuis que je suis jeune. Depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai toujours rêvé de me dire oh, j'aimerais bien aller à l'UFC. Maintenant que je suis professionnel, je me dis j'aimerais bien. Tu sais, je viens ici au Venom, je croise Nasruddin, je le regarde, j'aimerais bien aussi moi un jour UFC, on me dit Adesanya. Tu vois, c'est un truc de fou. Mais entre le rêve et la réalité, il y a un monde d'écart. L'UFC, c'est pas facile. L'UFC, c'est dur d'y rentrer, c'est dur d'y rester et c'est dur de monter. Donc là, on va essayer de travailler pour. Ma question, ça allait être du coup, si pendant ton parcours, tu as le choix entre l'argent, on va dire, et l'UFC, mais que ça sacrifierait l'UFC, du coup, de choisir l'argent, quel serait ton choix? L'argent, je vais le faire dans tous les cas. En visant quand même l'UFC, tu veux dire? L'argent, je vais le faire. C'est pas…
Je pense que les gens ne se rendent pas compte du comment maintenant, la possibilité qu'on a en tant que combattant avec une telle plateforme. On peut faire de l'argent Mais de pas tout le plein de monde, manières. justement. Mais non, mais c'est ça que je veux dire. Tu C'est ça que je veux dire. ouais. C'est-à-dire, ça dépend. On parle de quel combattant? Tu es un combattant, voilà. Allez, imaginons, on va parler de chiffres factuels. Tu es très bien classé dans ton ranking, dans ton record. Tu as peut-être 10-0, mais tu as peut-être 1000 abonnés et pas beaucoup de gens viennent à tes combats. Les promoteurs ne vont pas vouloir te payer beaucoup. Tu es 10-0 et en plus, tu as une grosse hype. Tu sais, regarde un Saladin Parnasse, il vit très très bien. Ouais. L'UFC, si c'est son rêve, il va y aller de lui-même parce qu'il a envie d'y aller. Ce n'est pas l'argent qui va le motiver. Exactement. Je pense que pour moi, la motivation de juste faire de l'argent à l'UFC, c'est plus actuellement en 2025. Le MMA a tellement changé. Exactement. On est devenu un sport médiatisé. Du coup, tu peux faire de l'argent en dehors. C'est exactement ce que j'ai expliqué pour Arman Tsarukyan, qui lui a grandi déjà riche. Ouais. Et il expliquait que l'avantage qu'il avait sur les autres combattants, c'était justement qu'il n'avait pas besoin de se précipiter pour l'argent. Bien sûr. Et donc il a pu faire à chaque Moi, fois je les vais bons faire choix. combat par combat, évoluer étape par étape, combattre un maximum. J'aimerais bien arriver là à gagner le 7 février. Après, je fais PFL en mai. Après, je refais PFL en septembre et je fais qu'enchaîner. Ok. Jusqu'à ce que je monte bien au PFL. Et lorsque j'aurai affronté des gros noms au PFL, je me dirai, OK, je suis prêt pour l'UFC. Ok. Parce que c'est la deuxième. Si déjà je passe pas ça, comment je vais penser à l'UFC? Tu vois ce que je veux dire? Pour revenir un peu du coup sur ton parcours, tu as parlé du fait que tu joues aux échecs. Ouais. À quel niveau? Est-ce que c'était vraiment sérieux? J'ai gagné le tournoi interscolaire régional, c'est-à-dire la moitié de mon pays. Ok. Et j'ai fait champion. Et j'avais 12 ou 13 ans. 13. Ok. C'était quoi les lots? Est-ce que c'est la FIDE du coup en Belgique? Alors, c'est pas la FIDE? il y avait les points Elo, mais à ce moment-là, j'avais 13 ans, donc du coup c'était interscolaire, donc je n'étais pas classé avec des points Elo. Ok. Mais mon niveau se jaugeait entre 1000, allez, j'étais en dessous des 2000, mais pas loin quoi. Ok. J'étais Ok. un peu en dessous des 2000 Elo. Donc 2000 tu joues points encore? Là maintenant, je joue pour le plaisir, mais c'est vrai que je joue plus de manière active. C'est-à-dire que ça m'arrive par période. Par exemple, quand j'étais au Canada, je jouais beaucoup. Ok. S'il y avait un jeu d'échecs, alors on jouait beaucoup avec les gars là-bas. Ça m'arrive en été quand je suis avec des potes et tout. Et puis ça peut m'arriver une période où je ne vais plus rejouer. Mais c'est clair que mentalement, ça m'a changé ma perception des choses. Même au niveau du MMA, au niveau du game, au niveau de comment se comporter, etc. Il y a plein de choses qui ont changé. Mais ouais, les échecs, je pense que c'est un bon apprentissage pour la vie et surtout pour te développer intellectuellement et t'ouvrir l'esprit. Tu le sens que ça t'aide au niveau de la clarté d'esprit pendant le combat, par exemple, pour les stratégies? Ouais. Ou est-ce que. Ok, Ouais, ok, pour quand les même. stratégies, ouais. Ouais, Ok. pour les stratégies, beaucoup. Beaucoup. Le fait de pouvoir penser à 3-4 coups à l'avance. Et les grands champions pensent 7, 8. Et il y en a, ils ont déjà fait la partie. Tu as fait un move, ils ont fini la partie. Sous pression en plus. C'est ça, sous Et du coup, pression. c'est là que ça peut être. Et en fait, tu prends les bonnes décisions dans un instant T, à un instant court. Mm. Et je pense que c'est ça le très très haut niveau, c'est arriver à prendre les bonnes décisions. Et un jour, on va y arriver, j'espère. Les deux personnes que tu as dit qui étaient un peu les acteurs en termes de dureté, en termes d'éducation pour toi, c'était du coup Tarek, mais aussi ton père. Ouais. Est-ce que dans son éducation, il y avait quelque chose en particulier qui t'a transmis pour que tu aies cette L'éducation dureté, typique etc. africaine. Hein. Ok. L'éducation typique d'un jeune de l'immigration africaine, Mhm. avec un bon daron africain. Ok. dur mais juste, mais dur. Et est-ce que c'est ce qui t'a un peu donné cette ambition ou pas? Non, ça m'a donné plutôt cette discipline et cette rigueur de à la salle, entraînement, à la salle, entraînement, à la salle, entraînement. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu lui avais annoncé que tu voulais faire du MMA? C'était Lui, quoi c'est lui sa qui m'a réaction? appris à me battre quand j'étais petit, mon père. Donc du coup, c'est lui qui m'a amené au MMA quand je lui ai dit que je voulais en faire. Lui, il pratiquait? À l'époque, mais c'était jamais rien de sérieux, plutôt avec ses frères, etc. Mais il m'a poussé là-dedans, mais sans que je devienne professionnel. C'est plus pour apprendre à me défendre et être fort. C'est une notion qui est très importante pour nous, chez nous, les hommes, d'être forts et de savoir se défendre. Mais après, lorsqu'il a vu que ça devenait vraiment sérieux, ben là, il s'est vraiment investi pour moi et il me soutient. Ma mère, moi, parce qu'elle est plus au niveau de la religion, elle n'aime pas trop, tu vois, ce côté-là. Mais voilà. Maintenant, elle accepte et elle comprend, parce que des fois, maintenant, les gens, ils me connaissent, tu vois, ils me reconnaissent dehors, ils savent je suis qui, donc là, maintenant, ça a changé, quoi. Tu avais parlé d'une deadline qu'à 25 ans, si tu n'as pas réussi dans le MMA, entre guillemets, tu reprends une vie normale, etc. Réussir, c'est un grand mot, mais je veux dire au moins un petit objectif, tu vois. Et je m'étais dit au moins faire champion du monde amateur pour montrer que tu as un titre, tu vois. Ok. Et puis après, je voulais vraiment au moins passer professionnel, tu vois, qu'elle voit que je gagne de l'argent, parce qu'il n'y avait pas d'argent. En amateur, tu as beau dire tout ce que tu veux, tu n'as pas d'argent qui rentre. Même si mes derniers combats, on a commencé à être rémunérés, ça te paye même pas tout ce que tu as dû acheter dans ton matos, tu vois. Donc, ouais, arriver professionnel et générer de l'argent pour qu'ils comprennent que c'est un travail. Après, maintenant, il y a des amateurs qui réussissent quand même à très bien gagner leur vie grâce à ce qui se passe à l'extérieur de l'octogone. Mais je pense qu'ils sont même pas 3, tu vois. Donc Ouais, non, c'est vrai. Ça reste C'est vrai que très c'est des compliqué. exceptions. En professionnel, au moins, tu sais que tu es rémunéré pour ton combat. Tu avais commencé la boxe du coup à 16 ans, si je ne me trompe pas. Le MMA, j'ai commencé direct Ok, avec directement le MMA. Direct. C'était quoi la discipline que tu appréciais le plus quand tu as commencé? Est-ce que c'était au sol? Est-ce que c'était La lutte. debout? La lutte, ok. la lutte. Il y avait beaucoup de frères à moi tchétchènes qui m'ont appris, des grands frères, dont Islam.
Islam Beji, c'est le coach de la cage coaching. Il avait fait champion d'Europe en BJ, etc. Il m'a beaucoup appris la lutte à mes débuts quand j'étais petit. Donc je le remercie pour ça. Et puis tu avais Magan Mounaïev, qui est aussi un des coachs de la cage coaching, qui donnait le striking. Et puis après, de fil en aiguille, je suis arrivé à Bruxelles et là j'ai rencontré Tarek Sendo. Et je suis avec lui depuis que j'ai 17 ans. Ok. Je pense que la plupart des gens, particulièrement sur la chaîne Karaté Bushido, savent ce qui s'est passé en amateur. Si tu peux revenir rapidement dessus, quelle a été la période où vraiment ça a été exponentiel? Je pense que c'est les 4 KO, si je ne me trompe pas. Ouais, les 4 KO à partir du championnat d'Europe 2022. C'est vraiment là où on va dire que on va dire que les médias m'ont donné un coup de boost. Et tu comprenais ce qui se passait en direct? Moi j'ai toujours eu un retrait. Tu sais, les gens, on va dire que tes réseaux sociaux c'est une vitrine. Donc ça veut dire que les gens regardent et puis après pensent que tu es comme ça dans la vraie vie ou bien pensent que c'est toi ou bien… Des fois, il faut se rendre compte que des fois, par exemple, tu as une équipe qui s'occupe de poster ça, donc c'est même pas toi. Tu as une grosse distance avec ça. Par exemple, ici, moi, je sors de la salle. Avant ça, j'étais à la salle. Hier, j'étais à la salle. J'ai pas le temps de voir tout ce qui se passe sur les réseaux avec autant d'entraînement, des sparring avec des mecs top 15 UFC, très très haut niveau. Bah, tu te doutes bien qu'il faut bien que quelqu'un fasse ce travail-là. Surtout en amateur où tu enchaînais les combats. J'enchaînais les combats tous les jours, donc j'avais pas le temps de comprendre ce qui s'est passé. C'est vraiment quand je suis rentré que j'ai vu voir des lassures, l'équipe, RMC, machin. Je dis, ah ouais, quand même, tu vois, il se passe un truc. Et comme je l'ai dit encore une fois, la force, c'est pas que les combattants qui la tiennent. Si les médias et le public choisissent de te donner la force, c'est comme ça. Et tu peux faire que l'accepter. Si tu veux combattre ça ou avoir un sentiment de… C'est compliqué parce que tu as un stress. D'un coup, tu es connu, on va dire, c'est compliqué à vivre. Et après, tu deviens une personnalité publique, c'est encore plus compliqué à vivre parce que tu n'as pas choisi de le faire. Jamais si tu me disais… tu penses que tu serais connu à quel moment de ta carrière? Je t'aurais dit à 5 combats professionnels. Personne n'aurait dit ça. Je pense que j'aurais dit vers 10 combats, j'aurais fait des grosses guerres, une ceinture. Tu n'imagines pas que les gens, après une victoire, par exemple, 100 000 personnes vont vouloir te follow après une victoire. Sans même que là, il y ait de KO, imaginons. Tu vois, donc, tu n'imagines pas ce genre de scénario. C'est des trucs qui arrivent, ça te tombe dessus, tu réagis. Tu dois accepter. Ça peut être un problème parce que c'est un sport où il faut vraiment réussir à être humble, à perdre parfois à l'entraînement, etc. Bien sûr. Même perdre en combat. Et perdre en combat, exactement. Perdre en combat, il faut apprendre. Et moi, je pense qu'il faut démystifier le fait de les combattants resteront invaincus ou une défaite, oh, il est surcoté. 2 défaites, oh, c'est une fraude. Tu sais, on entend beaucoup des trucs comme ça. Et j'ai envie de dire, 99% des combattants à l'UFC, ils perdent et ils sont devenus champions. Quoi. Ils ont des 4 défaites, 5 défaites. Je comprends pas pourquoi dans le francophone, dès que le mec a 2 défaites, fini. Tu vois. Donc voilà, moi, j'ai jamais prôné que j'étais le meilleur au monde. Je ne vais jamais dire ouais, je suis meilleur que tout le monde. Je veux et j'espère devenir un jour champion. Et pour moi, le vrai champion, c'est champion UFC. Donc j'espère un jour devenir champion UFC. J'espère et je travaille tous les jours pour. Et pour moi, il faut monter échelon par échelon. Tu vois. Quand tu viens sur Paris, du coup, tu t'entraînes ici à Venom. Est-ce qu'il y a d'autres salles dans lesquelles tu t'entraînes en France? l'US Métro, chez Johnny Frachet, beaucoup. C'est un grand ami de mon équipe, un grand coach français, du MMA français. Qui m'a pris un peu comme son petit. On s'est rencontrés au championnat IMAF et vu que je les ai fait plusieurs fois, on a noué une bonne relation. Et il s'entend très bien avec mon coach Tarek Sendo. Je vais avec Nicolas Haute, beaucoup au Mamoudidji, mais aussi au Venom maintenant, du coup. Donc j'ai intégré un peu ces 2 coachs dans mes prépas à Paris, surtout que des fois Tarek a d'autres combattants. Comme là, il est parti pour Nessie Magdim qui affronte une grosse pépite d'Irlande à l'AEC là, demain. Du coup, quand mon coach n'est pas là, je sais qu'il a confiance en eux 2 pour s'occuper de moi. J'ai déjà été à Nice, chez Aldric Cassata aussi, faire beaucoup de sparring là-bas, avec Axel Sola, il y avait Ramzan Jembien, on s'entend très bien. Et c'est vraiment des bons gars, Baris, des bonnes pépites, Filiès Giron et pas mal de gars. Du coup, voilà, je sais que quand je vais dans le sud, je vais chez Aldric. Si je suis sur Paris, je vais chez Nicolas ou bien chez Johnny Frachet. Et j'ai rajouté récemment Maxime François pour la lutte. Du coup, là, je tourne un peu ici, mais généralement, j'essaie de centraliser au Venom parce que c'est plus simple pour moi et puis on est plus réduit. Et je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de gens dans la salle. Du coup, ça, c'est assez chouette et je peux tourner avec des sparring de très très top qualité. Là, j'ai fait principalement ma prépa avec Benoît Saint-Denis, donc on a fait beaucoup de sparring et donc c'est assez chouette. Quoi. Du coup, quand tu tournes dans beaucoup de salles comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se disent ils veulent prouver quelque chose face à toi? Est-ce que tu sens qu'il y a une attitude qui est un peu différente? C'est compréhensible parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais envie de me confronter aux professionnels et voir ce que je valais, donc c'est compréhensible. Après, personnellement, je vais dans des salles où je sais que les gens ont des bonnes intentions. Le groupe US Métro, il y a beaucoup de professionnels, beaucoup de gars ultra connus, très haut niveau. Donc, ils ont cette culture de savoir combattre avec des combattants pros et
Surtout, je vais dans des salles où les entraînements, c'est que du team pro. Du coup, je suis entouré. Par exemple, la dernière préparation, c'était Helios Metro et Mahmoudi Gym. J'étais avec Michael Lebou, Wissem, son nom de famille, désolé, je ne vais pas l'écorcher, donc je ne vais pas le dire, mais Wissem de l'Ares, des 77 kilos. Youssef Bouganem, Yassine Bouganem, Helios Metro, Morgan Charrière, Amin Ayoub, Tyler Lapillus, Azael Adjouch. C'est que du haut niveau. Donc, entre nous, on ne se blesse pas parce qu'on sait que ce qui compte, c'est le jour J dans la cage. Ok, parce qu'après, il y a beaucoup de salles où finalement tout est un peu mélangé. Ouais. Et du coup, j'imaginais tout de suite ça. Moi, ma salle, c'est comme ça, tu vois. Mais j'aime bien aussi cet aspect-là parce que tu peux apprendre de tout le monde. Un petit jeune, il peut faire un move que tu vas regarder et te dire, wow, stylé, je vais essayer de l'améliorer ou peut-être reproduire ce qu'il a fait. Tu sais jamais, peut-être il vient du taekwondo, il connaît un truc bien, il vient du JJB, il connaît un truc bien. Tu peux apprendre de tout le monde, il faut juste faire gaffe à ne pas te blesser, surtout quand tu es à 2-3 semaines de ton combat. C'est le plus important. Et physiquement, tu avais parlé du fait que là, il y a un changement. Du moins, tu aimerais faire un changement. Jusque-là, tu as été très naturel, entre guillemets, où tu ne prends pas particulièrement de compléments alimentaires, etc. Est-ce que là, récemment, il y a eu ce changement ou pas? Est-ce que tu l'as fait? Physiquement, il y a eu un changement récemment entre mes derniers combats et le récent. J'étais beaucoup plus physique. Qui est j'ai pas pris de protéines pour autant. Juste de l'entraînement. Juste de l'entraînement, c'est ça qui me fait rire des fois dans des posts ou quoi, où je vois des gens, je me dis, ouais les gars, vous dites des trucs où j'ai même pas encore commencé les protéines, quoi, tu vois, donc je suis encore loin de savoir ce qui se passe dans tous les milieux. Je suis quelqu'un qui, pour moi, est très terre à terre et très naturel. Je mange la nourriture de ma maman. Beaucoup d'entraînement, mais je pense que ça a été vraiment le camp aux États-Unis où la manière de s'entraîner là-bas était différente. Beaucoup de lutte, beaucoup de travail de traction qui a développé un peu mes muscles du haut du corps, je pense. Et j'ai fait des entraînements dans les montagnes avec un demi-finaliste de CrossFit, des championnats du monde de CrossFit qui s'appelle Adam Pamar. Et donc du coup, c'était aussi beaucoup d'entraînements durs qui ont développé un autre physique, une autre force. Et ça s'est ressenti dans mon dernier combat, je pense. Et est-ce que tu ne veux pas explorer un peu le maximum de ton potentiel physique? Je pense. Mais là, j'ai 23 ans, donc du coup, mon maximum potentiel physique, j'ai grave le temps. Et c'est ça qui est cool. C'est que là, quand je tourne avec des mecs vraiment expérimentés qui ont 30 ans, je le sens. Et je me dis, ah, c'est chouette parce que je sens cette petite différence. Et ce que j'arrive à faire alors que j'ai 23 ans, dans 2, 3, 4, 5 ans, ça va être incroyable. Et en plus, là, on va commencer à vraiment voir une diététicienne, ou un diététicien, un nutritionniste pour savoir. J'ai fait dernièrement une prise de sang complète pour savoir ce qui manquait dans mon corps. Et là, on va commencer à faire un topo et vraiment travailler là-dessus pour les prochains combats et arriver beaucoup plus performant. Tu vas pouvoir bien mieux t'exprimer à ce sujet-là plus tard, du coup, après. Ouais, là, je ne connais pas encore assez le domaine. Franchement, Ce que j'allais demander, du coup, est-ce que dans ton esprit, tu te dis qu'il y a une possibilité de descendre en moins de 66, peut-être si tu rentres à l'UFC au plus haut niveau pour vraiment prendre le maximum d'avantages sur ton adversaire, ou c'est trop… Je suis un gros lightweight déjà. Ce qui risque d'être compliqué, je ne sais pas si c'est impossible, mais je ne sais pas si… Est-ce que vraiment le cut à ce point-là de se dire je perds 4 kilos, est-ce que je serais plus performant dans la cage? Je ne sais pas. Pour moi, je pense qu'il faut quand même se sentir bien, mais en même temps, je ne sais pas si c'est le plus important parce que pour moi, je n'ai pas l'impression que les mecs qui cutent beaucoup sont nécessairement plus performants. Je pense que tu dois cutter, mais je trouve que tu dois rester aussi en bonne santé et te sentir bien dans la cage. Si tu cuttes 20 kilos, parce que 66 kilos, ça voudrait dire… beaucoup, hein. Beaucoup. Les gens voient seulement 4 kilos, mais en réalité… Non, on serait plus de 20 kilos. Ok, tu pars de si loin. C'est énorme. C'est énorme. Mais moi, je suis grand. Je fais 1m86. Déjà, donc même pour ma caté, je suis grand. En 70. Il n'y en a pas beaucoup que je rencontre à cette taille-là. À l'UFC, tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Je pense à Faresiam, là, de tête, Jalin Turner. Même Islam Makhachev, il est un tout petit peu plus petit. Benoît Stanley, un tout petit peu plus petit. C'est d'autres… Ils sont un tout petit peu plus petits. Donc là, maintenant, dans la KT, même Charlie Vera, un tout petit peu plus petit. Quand je réfléchis, là, il n'y en a pas beaucoup qui sont plus grands que moi, quoi. Faresiam et Jalin Turner. Dan Hooker, peut-être. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas énormément… Enfin, tu vois qu'il y a quand même une limite musculaire. Faut pas se casser, pour moi, pour le cutting. Il ne faut pas abuser. Enfin, ça n'a rien d'être un weight bully aussi, tu vois. Bien sûr. Tu regardes beaucoup l'UFC, encore actuellement, si tu as le temps. Est-ce qu'il y a des combattants dans ta catégorie, du coup en lightweight, où tu te dis que tu pourrais, en réalité, tu vois leur style et tu dis, mon style s'adapte bien à ce genre d'adversaire. Maintenant, sans te dire que ton niveau est au-dessus d'eux, mais te dire que ton style s'adapterait bien à ces adversaires-là. Maintenant, c'est compliqué. Si tu me parles du top 15, c'est mort. Actuellement, c'est mort. Actuellement, je me fais allumer. Je me fais allumer, mais je pense que, allez… Tu sais, à l'UFC, il y a quand même des mecs qui ne sont pas classés, que tu te dis, bah ouais, lui, ça va en fait. Quand tu vois, par exemple, en prélim, tu te dis, ah, ça va, lui, on pourrait, ce style-là s'adapte bien à moi. Mais tous les mecs top 20 en lightweight, c'est mort. Mais tu es très humble pour dire ça, parce qu'il y a quand même pas mal de combattants à qui je peux poser cette question. Mais tu connais, en fait, c'est ça qui me fait rire des fois, c'est que sur
les gens ont peut-être une perception de ce que tu véhicules comme image. Et certaines personnes peuvent mal prendre les choses parce que ça a été sorti de son contexte. Ils vont Par dire exemple, je que t'es ne sais pas comment tu vas monter la vidéo, mais imaginons si je disais ouais, j'ai envie d'aller à l'UFC et devenir champion. Boum, Patrick finira champion UFC. Ils vont dire ah, mais il a 5-0, comment il parle de. Non, c'est un rêve, tu vois. Et là, c'est pareil, il faut être réaliste. Moi, je suis factuel. Dire que je peux battre des mecs du top 15 de l'UFC, c'est serait mentir. Tu vois, enfin, je veux dire, je ne vais pas faire le menteur. Le top 15 à l'UFC, tu regardes la catégorie lightweight de tête, sans l'ordre, mais tu as Islam, Arman, Charles Oliveira, Justin Gaethje, Dustin Poirier, Moicano, Dan Hooker, Janine Turner, Gamrot, Dariush, Benoît Saint-Denis, Buddy Pimblet, Bobby frère. Non, c'est trop. Pour moi, c'est pas possible le top 15 et pas maintenant, tu vois. Peut-être que dans 3-4 combats, je te dirais quelque chose de différent. C'est vrai que les combattants à qui j'ai demandé ça, c'était dans d'autres catégories. Les lightweight, c'est trop. Lightweight, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a un gap, tu vois. Et je pense que tu te prépares. Je pense que tu es prêt à l'UFC quand tu arrives vers 13, 14 combats. Si tu es 14-0, tu vois, 12-0, ça va. Mais sinon, 13-14 combats, là, tu commences à être prêt et que tu as fait un gros truc. Comme Keita, double champion, au PFL, tu as battu des grosses têtes, tu vois, ou bien des UFC vets. Là, ok. Sinon, sans ça, ça va être compliqué de savoir si tu es prêt pour le top 15 UFC. Avant de se comparer à l'UFC, justement, du coup, tu as déjà tourné avec Lucien Keita. Ouais. Comment tu te situes, si tu peux le dire, par rapport à lui, par rapport à Saladin Parnasse, qui est dans la même catégorie que toi? Je n'ai pas tourné avec Saladin. Tu n'as pas tourné avec Saladin. De ça. Mais pour moi, c'est deux grands champions qui sont devant moi, qui ont accompli plus que ce que j'ai encore fait dans ma carrière et dont je prends exemple surtout. Donc voilà, j'ai tourné avec Lucien Keita et c'était un honneur parce que ça m'a aidé pour ma préparation surtout. Surtout, de savoir que je tourne avec un mec comme ça, quand je vais dans la cage avec l'autre, je me dis ouais, ça va en fait, tranquille. C'est beaucoup plus rassurant. Je t'avais aperçu à l'événement de Samaké de boxe. Ouais. Est-ce que par hasard tu tournes aussi? Tu as déjà tourné avec lui aussi pour j'ai pas tourné l'anglaise avec Bakary Samaké. On n'a jamais tourné ensemble. De bien que c'est un gros frérot à moi, du coup, en plus on a plus ou moins le même âge, donc du coup c'est assez cool. Moi je suis plutôt axé MMA. Parce que vu que je fais du MMA, je trouve qu'à un moment donné, avant je tournais beaucoup avec l'équipe nationale de Belgique en anglaise, mais à un moment donné, j'ai fait que du sparring MMA avec. J'essaie d'avoir des mecs du top niveau. Et du coup, ça là, c'est prévu qu'on tourne ensemble. Mais du coup, là récemment, ouais, c'était Lucien Keita pour ma dernière. Là, j'ai fait Benoît Saint-Denis pour cette préparation. Et c'est top d'avoir du haut niveau comme ça pour se préparer. Et c'est cool parce que tu vois où sont tes erreurs, tu vois là où il y a. En fait, le haut niveau, où est-ce qu'il rentre en jeu sur quelques petits détails. Et c'est important. Et c'est chouette d'apprendre ça maintenant. Moi, je me dis c'est une chance de pouvoir le voir maintenant à 23 ans, à 5 combats, parce que ça va m'aider pour le reste de ma carrière. Tu as eu le temps de voir beaucoup de choses quand même pour un combattant de 23 ans. Ouais, là, j'ai eu le temps de vraiment tourner avec pas mal de gars, sans compter tous ceux de l'US Metro, que ce soit du Morgan Shahar, du Amin Ayoub, Azel Adjouj, Taylor Lapulus. J'ai tourné avec vraiment beaucoup de monde, Axel Sola. J'ai tourné avec énormément de monde. Ça veut dire que là, maintenant, je vois un peu c'est comment. Tu sais, je peux me dire, ah ok, je vois c'est quoi un mec top 15 UFC. Ah, je vois c'est quoi un top 30 lightweight, tu vois, mondial. Ah ok, je vois c'est quoi un champion régional, national, international. Donc je vois un peu c'est quoi les gaps et je me dis, ok, mon niveau il est plus ou moins là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça comme ajustement. Peut-être travailler ça dans mon jeu, travailler tel truc en striking, tel truc en lutte, tel truc en grappling et évoluer. Quand je parlais de beaucoup de choses, je pensais particulièrement à ce que tu as vécu au Canada. Tu entraînais avec Fairaz Zahabi, qui est, à chaque fois on parle de la rencontre du coup avec Georges Saint-Pierre, mais est-ce qu'il y avait d'autres combattants là-bas en particulier qui t'ont choqué? Ouais, Olivier Aubin-Mercier, double champion du monde de PFL, double champion du tournoi à 70 kg, 70 kg lightweight, incroyable. Arnaud Dalen, Rob Font, Ayman Zahabi, je tournais avec pas mal de gars vraiment très forts. Du coup, ouais, en vrai, franchement, je fais ma botte et je tourne pas mal. Et moi, j'ai toujours cette mentalité d'aller au charbon avec les mecs vraiment plus forts et c'est cool. C'est cool parce que ça me permet de devenir vraiment meilleur. J'en profite du coup pour te demander, quand tu as vu la série La Cage, tu l'as vue ou pas? La série La Cage? La série La Cage. Non, je l'ai pas vue. Tu l'as pas regardée? Non, je l'ai pas regardée. Ok, intéressant. Non, parce que en fait, j'ai un truc où j'ai du mal à regarder ce qui est de mon monde, genre. Là, c'est du MMA, je fais déjà ça. Tous les mecs dans la série, je les connais. Bah, tu vois, c'est un peu ce que je vis tous les jours, quoi. Donc du coup, c'est pas un truc. Par contre, je suis super content qu'il y ait eu la série. Parce que ça a démocratisé le MMA. Je crois que ça a été la série française la plus vue au monde. Du coup, c'est incroyable. Et moi, Franck, on s'entend très bien. Et il a dit beaucoup de bien de moi publiquement et ça me fait très plaisir. Et en plus, d'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit que la série, on aurait dit que c'était ma vie, tu vois. C'est ce que j'allais dire, exactement. Donc du coup, c'était super marrant. Et l'anecdote, c'est que Franck, il me dit, ouais, pendant qu'il fait sa série, il m'invite sur le plateau, il me dit, c'est trop dommage que tu aies, explosé médiatiquement quand j'avais déjà fini le casting, etc. Du coup, parce que pour se rendre compte que c'est assez récent,
une exposition médiatique, c'est que ça date d'il n'y a pas très longtemps. Ouais. Du coup, ouais, c'est un peu ça le truc, mais la série, elle est incroyable. Je Ouais. pense que pour le MMA, ça a fait que du bien. Je sais que nous, les combattants, on est là, ah, ce détail-là, il manque ça. Ah, ça, c'est pas vraiment vrai. Ah, c'est pas vraiment Même comme les ça. fans se permettent. Tu vois, bien mais sûr. faut penser aux gens qui connaissent rien du MMA Exactement. et qui ont regardé et qui se sont dit, ah ben maintenant, il y a un gala de MMA, je vais payer pour venir. Ah ben c'est ça qui va nous rapporter de l'argent. Exactement. Parce que c'est grâce à eux que plus ils payent, plus le promoteur va te payer parce qu'il y a de plus en plus d'entrées. Donc c'est bénéfique pour nous et puis ça rend le sport beaucoup plus populaire. Mais c'est clair que quand ça devient populaire, il faut s'attendre à ce que ça devienne comme le foot. Exactement. Les gens vont te critiquer pour un oui, pour un non, pour un truc. Donc c'est ça que je disais, faut pas s'attendre à l'amour des gens ou faut pas s'attendre à ce qui se dit sur les réseaux. Faut plutôt faire ce que tu as à faire. Et le sport, c'est factuel. Si tu gagnes, tu gagnes. Si tu perds, tu perds. Et toi, Et ça voilà. t'intéresserait de faire de l'acting au bout d'un moment? Bah, on m'a déjà proposé, moi. Ça Ok. m'est déjà arrivé pour d'autres films, pour d'autres propositions, des gros tournages, des gros films, etc. Du coup, ça n'a pas été accepté pour l'instant parce qu'au niveau de ma carrière, on était concentré sur les combats. C'est trop tôt. Maintenant, si maintenant il y a une grosse proposition et que ça arrive à un moment off ou à un moment où on peut s'ajuster, pourquoi pas, mais ce ne sera pas pour faire un petit truc. Alors, il faudrait que ce Ok. soit un truc quand même assez valable pour pouvoir faire le truc, histoire de que ce soit propre. Tu vois. Un vrai film, une vraie proposition. Parce que là, on imaginait tous la saison 2 avec Patrick Abirora. Au moins un Franck, passage. j'ai reçu franchement des centaines et des centaines de messages, les gars. Dites à Franck, hein, moi, Franck, on parle souvent et franchement, on en rigole beaucoup. Si ça doit se faire, ça se fera, mais j'ai mon emploi du temps, j'ai mon truc et ma priorité, c'est les combats. Du coup, Franck, il le sait. Et à partir de là, on verra à ce moment-là, quoi. Ok. Il y a beaucoup de combats ce week-end. Peut-être que tu vas suivre le combat de celui avec qui tu t'es entraîné, du coup, Axel Sola. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as tiré du moment où tu as boxé avec lui? Ah, je sortais de vacances, je me suis fait allumer, j'avais le seum. Ok. Ah, j'étais mort, il est trop fort. Mais moi, Axel, je le suis depuis sa carrière amateur. Du coup, lui, c'était le point for point d'amateur à l'époque. Et oui, Et donc, il avait fait vice-champion du monde. sans et avoir gagné, mais il avait Ouais. été pas Et moi, je rêvais de gagner pour me dire, ah, je fais comme lui, je serai comme lui et tout. Et donc, il m'a toujours inspiré. Et là, maintenant, il continue et c'est un bon frérot à moi et j'aime vraiment ce qu'il fait. C'est une très bonne personne humainement aussi en dehors. Très, très bonne personne. Et voilà, moi, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Je pense que là, il va gagner et qu'il est à quelques combats de l'UFC. Je pense que pour C'est ce moi, qu'on Axel, espère il est tous. à quelques combats de l'UFC, voire un, peut-être. Mais en tout cas, il a quelques défenses. Je sais que lui, ça lui tient à cœur de gagner ce combat et ramener la ceinture à Nice. Du coup, je lui souhaite tout ça et à Aldric et à toute l'équipe du Boxing Squad, je leur souhaite grosse force à eux. Mais ouais, on va regarder ça et puis on va regarder l'UFC aussi. Je vais te demander justement tes 2 pronostics pour Oh. l'UFC. Merab Ah. Dvalishvili contre Oumar, tu dois nous le donner. C'est Tu dois nous le compliqué, dire. c'est chaud. compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Allez, stylistiquement, j'aime bien le style de Oumar, donc j'aimerais bien qu'il gagne, mais je ne sais pas. Parce que Merab, j'ai peur qu'il le fatigue, etc. Donc, en fait, je ne saurais pas me prononcer. Et Arman Islam, très compliqué aussi, en fait. Pour moi, Faut c'est nous des dire au moins compliqués. un pronostic. Peut-être Oumar, Ok, la Oumar. surprise. En Oumar, fait, je me dis peut-être les ouais. front kicks au ventre, ça avait l'air d'avoir fait mal à Merab dans le 5e round contre O'Malley. Je me dis s'il la capitalise et qu'il commence dessus et que Oumar a des très très bonnes jambes, que même s'il se fait amener au sol, il gère bien en grappling et qu'il défend quand même pas mal d'amener au sol. Par exemple, José Aldo, il n'avait pas été amené au sol. Tu vois, ça pourrait être un fight assez compliqué pour Merab, mais à savoir s'il va tenir le cardio sur 5 rounds. Parce que l'autre, il a C'est ça. 3 poumons, on C'est dirait. ça. Entre Arman et Islam, ça va être un combat très très technique, je pense. Très très technique. Comme le premier. Et je pense que ça va aller à la décision, Ok, pour moi. Je ne sais pas s'il y aura un finish. ok. Je pense une décision. En fait, Saroukan, pour moi, c'est celui qui a donné le plus de fil de retordre à Islam, Mis à part Bon. Volkanovski. mis à part Volkanovski et même peut-être Dustin Poirier. Mais Islam, le seul truc, c'est qu'il est très très bon dans les revanches. Exactement. Donc C'est ça qui c'est le fait seul peur. truc qui, pour moi, je me dis que, en fait, ce serait une décision, mais si je devais donner un pronostic, je me dirais peut-être Islam, tu vois. Mais je pense que ça va être un combat très serré. Je dirais un 55-45 ou 60-40 maximum, tu vois. Pour moi, c'est un combat très serré. Et Oumar, je trouve qu'il a juste plus d'armes pour moi, pour gagner ce combat. En tout cas, en termes d'armes, mais tout ce qui va compter, et ça, le pro, c'est que c'est le cardio, c'est le cœur, c'est la caisse que tu as, c'est tout ça qui compte. Ok. Dernière question sur tout ce qui est Georges Saint-Pierre et tout. Quel est le conseil que Georges Saint-Pierre t'a donné qui résonne le plus là quand tu es en sparring, quand tu t'entraînes? Un truc qui résonne, même si c'est en dehors de la cage, mais quelque chose, une technique ou une pensée? Reste concentré, champion. Ok, qu'il a dit en public du coup. Il a dit en public, mais il me l'avait dit. Et c'est la première personne à avoir dit, écoute, tu as le potentiel d'être champion UFC. Il l'a dit même à RMC, donc en direct caméra. Et moi, j'étais là en mode,
Ah, tu dis un truc de ouf là. Tu Tu sais que dans la série, ça se passe exactement pareil. Ouais, non, c'est mais quelqu'un ça. qui vient Non, voir mais c'est une Taylor dinguerie. et qui lui montre, Non, regarde, mais Georges Saint-Pierre parle de C'est toi. une dinguerie, du coup. C'est vrai que les gens ils m'ont envoyé tellement de messages par rapport à la série, alors que les gars, je vous jure que j'ai rien à voir avec. Ouais. Mais c'est vrai que je vis mon truc comme un film, c'est limite un film ce que je vis. Mais ouais, ce qu'il m'a dit, c'est reste concentré. Et ça a vraiment fait sens parce que lorsque j'ai vu tout l'engouement médiatique, tu peux vite te perdre si tu accordes de l'importance à ça. Donc tu mets une équipe, tu mets des gens autour de toi, tu prends des très bons coachs. J'ai un coach super qui me suit, mon head coach, il est incroyable. Soyez pas choqués si Firas rejoint l'équipe très bientôt. Incroyable. Ne soyez pas choqués si vous voyez dans mon coin, dans quelques combats ou pour quelques fights, ce sera parce qu'on a une très très bonne entente. Et surtout quand je suis là, je fais des sparring de qualité. Avec vraiment, je me mets dans le dur. Je me mets face aux meilleurs mondiaux que je peux trouver et je fais que bosser. Et j'essaye de grappiller le maximum de techniques. Et si on arrive à devenir champion, on deviendra champion. Et en tout cas, si on n'y arrive pas, on aura tout donné. Yes. Mais le but, c'est vraiment mentalité pirate. Comme Yes. Luffy, on donne tout pour le rêve. Qu'est-ce que tu peux dire du coup à l'approche de ton combat là, à tous ceux qui vont te découvrir par cette Fight Week, par ce combat le 7 février? Le 7 février, à Metz, ça va vraiment être un gros gala. Parce qu'il y a Yacine Bouganem en co-main event avec moi. Il y a Karim Gaji. Donc là, j'ai deux anciens du Muay Thai. Donc c'est un peu le petit jeune. Mais vous pouvez vous attendre à des KO du coup. Parce que là, il y aura pas mal de strikers. Je ne me considère pas comme un striker, mais comme un combattant complet. Mais avec un amour pour les finishes debout. Et ouais, j'ai vraiment à cœur de le finir. J'ai envie de continuer à garder ce taux de finition assez élevé. Et j'ai envie de vous montrer ce que j'ai appris récemment dans les... Ceux qui sont dans les salles, ils le voient, mais j'ai envie de pouvoir vous montrer ce que je fais récemment en sparring. Et ouais, dans la cage, ça va vraiment être bien. Je suis dans une bonne dynamique, je m'entraîne bien, je fais que ça. Et je m'entraîne surtout avec des très bons sparring partners, meilleurs que moi de loin, dans ce qu'ils ont accompli dans leur carrière. Du coup, je peux que évoluer et c'est cool. 7 février au Face à Metz, c'est pas loin de la Belgique. Il y a le lien dans ma bio. J'espère que tout le monde sera branché, j'espère que le frérot sera branché. Et puis voilà les gars. Yes. Les gars, j'espère que vous avez apprécié cette interview avec Patrick Abirora. Tu nous as fait l'honneur de ta présence. Merci beaucoup. Merci à Karaté Bushido. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple Podcast, Deezer, toutes les plateformes. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu et pour plus d'interviews comme celui-là. À la prochaine les gars. Peace. Ciao, ciao.